Il y avait quelque chose de louche là, ça n'était pas normal. Mais je crois qu'on ne pouvait pas se l'imaginer. Je n'ai jamais abandonné. Et je vous dis franchement, dans les camps, pas une seule fois, j'ai vu la mort devant mes yeux. Et vous voyez, c'est la destinée. Mais le destin, c'est la seule chose que je ne saurais pas m'enlever. Mon père, quand il a appris tout ce qui est arrivé, tout ce qui est passé, il n'arrivait pas à comprendre. Et tout de suite, il a coupé sa barbe. Il est devenu un athée complet. Il n'a plus cru en Dieu. S'échapper, il n'y avait qu'un moyen de s'échapper. Il fallait ouvrir la fenêtre de la portière, passer par-dessus, se mettre sur le marchepied qui était sur et sauter. Quand on arrive à reconstituer des histoires précises et que mon père peut dire à mon fils qui a 16 ans « J'avais ton âge quand j'ai sauté du train », c'est quelque chose qui, pour mon fils, est beaucoup plus parlant que tous les récits collectifs qu'on pourrait lui faire. C'est une histoire dont on peut encore trouver les traces ici, dans ces archives un peu jaunies, au département des victimes de la guerre. Mais elle est vivante surtout dans la mémoire des rescapés. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes gens. En 1940, ils ont entre 14 et 28 ans. Ils habitent Liège et Serein, où ils exercent de petits métiers, apprentis tailleurs, commis, garçons de course, tapissiers garnisseurs. Ils sont immigrés, venus de Pologne ou d'Allemagne, ils sont juifs. Tout commence pour eux discrètement par des mesures administratives. On établit un fichier où leur nom est consigné parmi bien d'autres. On les oblige à s'inscrire en tant que juifs dans les administrations communales et à faire apposer un cachet spécial sur leur carte d'identité. Certains lieux, certains métiers leur sont interdits. On les oblige à porter sur leurs vêtements une étoile jaune. Enfin, un jour de l'été 42, ils reçoivent une convocation. Nous avons reçu une convocation de nous présenter à la Bechtel, place Saint-Christophe, mon frère et moi. Autrement, si nous ne nous présentons pas, notre famille serait arrêtée. Alors nous, pour préserver notre famille, on s'est présentés. Nous étions jeunes et travailler ne nous faisait pas peur. Je me suis présenté là-bas, ma mère était là et ma sœur était là aussi. On vous rassemble ici, à Liège, place Saint-Christophe. Oui, place Saint-Christophe, l'office de travail, je crois que c'était là. Comment ça se passe? C'est à quelle heure de la journée? Est-ce qu'il y a C'était du très monde? tôt le matin, vers 8-9 heures du matin. Nous avions tous une valise, on avait dit qu'il fallait prendre des vêtements. Que les vêtements, il fallait prendre à manger, s'il faut. Puis c'est tout. Je me suis présenté, puis on était plus qu'une centaine, certainement. Ils nous ont fait des promesses que si on allait travailler en Allemagne, on sera payé, on sera très bien. En France, on va travailler. Et que les femmes recevront la paie du travail qu'on faisait en France. Alors, on s'est présenté. Il y avait mon frère, il y avait mon beau-père, parce que j'étais marié à ce moment-là, et il y avait encore un petit-neveu, Frédéric. Ce qui m'embêtait le plus, moi, c'est d'avoir mon frère avec moi. Parce que je m'en sentais responsable. Et alors, j'ai demandé à une dame qui était là, qui faisait partie de la résistance, mais tout ça, j'ai appris par après. Et je lui ai demandé si elle ne pourrait pas faire examiner mon frère par un médecin allemand qui se trouvait là, pour le dispenser de nous accompagner à Damme. Alors mon frère est venu me dire, le médecin m'autorise à rentrer chez moi. Je lui ai dit, fous le camp directement, ne regarde pas à gauche et à droite, cours vite le plus vite que tu peux et rentre à la maison. Je quitte Liège naturellement, moi toujours insouciant, mais mes parents naturellement qui m'ont accompagné à la guerre n'étaient pas insouciants du tout, que du contraire ils se rendaient bien compte que nous allions peut-être vers plus qu'on ne le croit. Mais ils n'avaient pas d'autre alternative, ils espéraient toujours. Les gens pouvaient se demander pourquoi on était là en rang, gardés par des Allemands avec des fusils, et pourquoi non, les gens ne se rendaient pas compte. Et nous sommes arrivés au Guillemin, et là, on nous a mis dans un train,
les 100 personnes qui étaient là, de Liège et de Serein. Et nous sommes partis à Dan Camille. Ça a beaucoup changé depuis lors? Non, pratiquement pas. Pratiquement pas. On est arrivé là, on s'est arrêté là et on est descendu. Nous étions une centaine dans le train. Et comment ça s'est passé ici, alors, sur le quai, avec les soldats qui vous accueillent? C'est brutal? C'est déjà assez violent, agressif? Non, ce n'est pas brutal. On descend du train, nous avions des bagages tous. Pas spécialement, non, c'est pas brutal, mais c'est à l'arrivée au camp qu'on s'est rendu compte. Parce que là, il y avait déjà des Anversois qui étaient là depuis un mois. Et alors là, on a eu un choc. Parce qu'on s'est dit, si après un mois, nous aussi, on doit être comme ça. On allait pour travailler, nous n'allions pas, on ne se rendait pas compte quand on est arrivé de voir un camp comme on voyait au cinéma avec les miradors et on s'est rendu compte qu'on a été berné, comme on dit, floué. On a vu les baraques, ça c'était sinistre. Une fois qu'on a mis les pieds à l'intérieur de la baraque, c'était impressionnant. Et 100 personnes là-dedans, on ne s'imaginait pas qu'on pourrait y rentrer. Donc on a déposé tous nos bagages et ils contrôlaient si on avait des bacs et tout ça, ils ramassaient. Et après, ils nous ont fait faire des exercices dans le camp. C'est-à-dire, ils nous faisaient ramper par terre, et courir, marcher. Dès votre arrivée? Dès notre arrivée. C'est-à-dire qu'ils nous ont mis au pas de suite. On était au camp, il fallait endurer ce qu'ils nous faisaient faire. Nous avons vu ce camp. On savait déjà que c'était la catastrophe. Il y avait déjà là des gens qui étaient affamés, affreux. Une ambiance affreuse. On a demandé de déposer tout ce que nous avions comme bien, argent. Moi, ce n'était pas mon problème, je n'avais pas d'argent et je n'avais pas de bien. D'abord, quand on a franchi l'enceinte du camp, ce qui nous a frappé à première vue, c'est une enseigne. Au-dessus de l'entrée, il était écrit « Arbeit macht frei », le travail rend libre. On s'est regardé. Bon. On entre d'abord dans un vaste camp, des baraques en toile. On nous dit de nous diriger dans une baraque spéciale où il y avait des soldats de l'organisation toute qui nous ont pris nos valises d'abord, qui nous ont ouvert sur des grandes tables en bois et qui nous ont raflé tout ce qu'on avait de mieux. Moi, je me rappelle, ma pauvre maman avait préparé pour moi, pour passer l'hiver, une grosse vareuse Alex qui était magnifique. Un magnifique pullover en laine. La première chose que ce Boche a fait, m'a raflé mon pull. Alors, on a tout de suite compris. Ce chemin servait à acheminer le matériel nécessaire à la construction du mur de l'Atlantique. Il a été réalisé pendant la dernière guerre mondiale par des prisonniers, en particulier par des déportés juifs qui étaient internés dans un camp à Dan. C'est nous. C'est votre histoire. C'est nous. Michel et moi et d'autres qui malheureusement ne sont pas là pour le raconter. C'est par ici qu'on est venu, hein. Naturellement la végétation a repris sur la route. Oui. Il y a quand même maintenant 57 ans. Nous marchions en rang et nous étions donc par rang de 3. Ouais, par rang de 3. Donc ouais. 3, il y a place, hein, facilement. Vous, monsieur, vous êtes agent de la SNCF ici dans la région. C'est un lieu de promenade par ici? Oui, maintenant c'est un lieu de promenade qui a été aménagé par le Conseil général donc du Pas-de-Calais. Comment est-ce qu'on le surnomme dans la région? Ici, c'est le chemin des Juifs. Oui, bon, on voit bien, de toute façon, c'est un chemin qui a été bétonné, donc qui a été construit pendant la guerre. C'est typique des constructions allemandes, des routes allemandes. Il conduit à la mer? Il conduit à la mer, oui. Nous partions du camp vers 6h30, 7h. 7h. On arrivait ici, on mettait 1 heure de marche. 1 heure de marche. 1 heure de marche, donc à 8h. Et on quittait ici vers 5h30. On arrivait au camp vers 6h30. Donc c'était toute la journée. Ils nous donnaient un bol de soupe et nous avions un quart de pain
pour toute la journée. C'est tout. En quoi consistait votre travail sur cette plage? On avait des fils de fer barbelés rouillés. On enroulait ce fil de fer barbelé autour des chevaux de frise. De temps en temps, venait un officier à cheval. Il venait vérifier notre travail et il secouait un petit peu la frise et il disait, en allemand, il nous insultait en disant qu'on avait mal travaillé, etc. Ça nous était bien égal, je pensais bien. On mettait des planches, on coulait le béton. Ça n'avait d'ailleurs aucune importance. Le principal pour eux, c'était d'avoir la plus grosse épaisseur de béton, de façon à ce qu'un obus ne puisse pas le démolir. Surtout, on espérait une chose, c'est que ce que nous faisions ne servira jamais à rien du tout. C'était notre espoir, que ça n'empêcherait pas les Alliés de débarquer et de nous libérer. En général, les membres de l'organisation TOT, qui était une organisation de travail, ne brutalisaient pas. Mais il y avait des gardes dans le camp qui étaient des SS flamands, et il y avait peut-être des SS allemands, ça je ne me rappelle pas, qui à la moindre occasion tapaient sur nous. Nous étions rentrés du camp, du travail, mais c'était encore un SS. Il nous a demandé, vous êtes humides, êtes-vous fatigués? Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde? On revient du travail, c'est tout à fait naturel qu'on dise que oui. Zo, courir, allez. Bon, moi, j'avais 16 ans. J'avais faim, moi j'étais faible. C'était pire pour les hommes de 60 ans. Il me disait maintenant, vous êtes normide, est-ce que vous êtes encore fatigués? On avait dit, oui, écoutez, on a dit non. Pourquoi voulez-vous qu'on dise encore une fois oui? On savait que dans la congrès. Alors, si vous n'êtes pas fatigué, allez, courir encore. Et encore la même histoire. Il y a eu des cas comme ça jusque 7h30, 8h. Tout était fait pour vous humilier. Ah oui. Oh oui, ils nous ont pris une fois. Tout le corps presque, n'est-ce pas? Mais c'était des SS, des officiers des SS, donc ils faisaient... Et il nous faisait chanter une chanson pour nous humilier en allemand, mais nous dire que nous étions vraiment de la merde. Et nous devions chanter. Il survient que quelques-uns qui se sont enfuis des camps, parce que ça commençait à devenir un peu difficile et terrible avec les Allemands là-bas. Et pour cette raison-là, ils voulaient nous punir. Ils nous ont mis tous en rang, à l'appel. Et il y a un grand chef d'Allemagne qui vient, un SS. Je me rappelle toujours, pas très grand, un petit maigrichon. Et il tient devant nous, donc vous êtes tous garde à vous. Et il tient tout un discours. C'était un événement grave, d'abord pour nous d'être réunis tout le monde sur la grande place du camp, parce qu'on était plus d'1 millier et c'était très impressionnant. Et alors, au garde à vous, on ne s'est pas bougé, les gardes qui étaient plutôt menaçants autour de nous. Et il y avait les SS, 2 SS, officiers, avec des képis. On s'est mis en rang. Écoutez, il y a un type qui s'est évadé du camp et j'aurais besoin d'un volontaire pour être pendu. Vous vous rendez compte? Les gens ont dur, les gens sont... Mais être pendu et mourir comme ça, personne ne s'est présenté. Je l'ai répété. Écoutez-moi bien. Si je n'ai pas quelqu'un qui se présente, c'est la dernière fois que je vous le demande, j'en choisirai 2 moi-même. Monsieur Zurich s'est présenté. Et j'entends, comme j'étais au premier rang, qui disait à l'autre, la SS, « Ah, die Juden sind Feiglinger. » Ça veut dire les Juifs, ce sont des lâches. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu un coup de sang. Je suis sorti, et il me regarde, il était plus étonné que moi, plus, comment dirais-je, il ne s'entendait pas à ça. Il dit, comment, du Junge, du willst, pour ces gens-là, mourir pour eux, qu'il dit. Ben, je dis, écoutez, vous savez, alors je l'explique, écoutez, je ne peux pas
admettre nous sommes venus travailler volontairement ici, je dis. On nous traite pire que des chiens. Alors, vous comprenez, j'aime mieux de ne pas voir cette chose-là. Et si je dois mourir, je demande une faveur. J'ai les photos de ma femme, avec la petite fille, et je voudrais bien que vous le renvoyiez et dire que c'est fini. Et nous, dans notre groupe, c'était la consternation complète. Un d'entre nous allait être pendu. Et ils lui ont dit, prépare-toi, on vient te chercher à 8 heures. Il était 7 heures à ce moment-là. Vous imaginez l'heure que nous avons vécue, nous. Dépendant de lui, qui se disait, pour moi, c'est ma dernière heure. Mais nous avons vécu une heure atroce. On se disait, un d'entre nous, on va le pendre, c'est pas croyable. Il n'a rien fait. Pourquoi? Pourquoi Toi? Pourquoi? Il m'a dit, c'est comme ça. Il n'a pas soupé, il n'a pas mangé. On est allé chercher cette bête de soupe qu'on a mangée, mais lui, il n'a plus voulu manger puisqu'il va être pendu. Et à 8 heures, le commandant vient avec les SS. Zurek. Ah oui, il lui avait demandé son nom, il dit Zurek. Alors il est sorti de la baraque. Écoute, tu as été le seul sur 1000 à te présenter comme volontaire pour être pendu. Tu peux être libéré pour ta récompense. Ah, j'ai dit, c'est très gentil votre père, mais je préfère, si vous voulez me libérer, je préfère que ce soit mon beau-père qui est malade et qu'il n'a plus la force pour travailler. Moi, je suis jeune, je peux rester. Eh bien, le deuxième ou le troisième jour, si on peut le dire exactement, mon beau-père était libéré. Avant de partir, j'ai dit à mon beau-père, écoute bien, tu prends ta femme et il y avait encore une fille qui restait, Cécilia, et tu vas te cacher quelque part. Moi, j'arriverai bien à foutre le camp d'ici, je dis. Ne tracasse pas pour moi. Et père. Mais on l'a entendu à Bruxelles. Il a été ramassé à Bruxelles. Alors, le jour que lui s'était présenté comme volontaire, vous savez, même les Allemands l'admiraient. On était sur le champ de travail dans les deux, vous voyez des sous-officiers des Allemands. Ils demandaient où est le volontaire qui a voulu être pendu, je voudrais bien le voir. C'est un homme, on n'en fait plus. Il aurait pu être libéré, il aurait pu être capot, il aurait pu avoir un bâton dans les mains et faire marcher tout le monde. Hein. C'est un homme merveilleux. Et il a refusé tout cela? Oh oui, il a refusé. La nourriture, tout. Nous avons compris que pour les Allemands, nous n'étions plus rien du tout. Qu'ils nous considéraient réellement comme des sous-hommes et que Hitler, dans ses discours, quand il disait qu'il voulait exterminer la race juive, que c'était vrai. Nous commencions à comprendre que finalement, on voulait notre disparition. On les gênait. On était de trop. À peine étions-nous ici, qu'il y a eu des rafles épouvantables, que les gens en ville, tous les juifs se sont fait ramasser. Et ceux qui n'ont pas pu s'échapper à cela ont été déportés. Ma mère, elle s'est fait arrêter dans un rafle à Liège, environ entre 5-6 semaines après que j'étais ici dans le camp. On avait entendu des échos qu'on avait fait des rafles à Liège et qu'on avait arrêté beaucoup de personnes. J'avais fait partie de la toute première rafle générale qu'on faisait sur les Juifs à l'arrivée du train de Bruxelles à Anvers, dans la gare centrale d'Anvers. C'est là qu'ils ont mis une barrière, donc un barrage, et qu'ils ont contrôlé les papiers d'identité et aussi certains qui portaient l'étoile. Et ils ont carrément sélectionné les Juifs et séparé des non-Juifs. Les non-Juifs ont pu rentrer chez eux et nous étions
arrêtés, quelques centaines, et emmenés au camp de Brendonk. Vous aviez quel âge à cette époque? À cette époque-là, donc en 1942, j'avais 25 ans. C'est le 27 juillet 1942 que Eva Fastag et quelques autres jeunes femmes arrivent ici, à la caserne d'Aussin, à Malines. Les Allemands venaient d'y ouvrir un centre de détention provisoire pour y parquer les Juifs et les Tziganes, arrêtés dans les rafles et promis à la déportation. Madame Fastag parlait l'allemand, elle savait taper à la machine. C'est ce qui lui vaudra d'être retenue prisonnière ici pour travailler pendant près de 2 ans dans un service que les Allemands appelaient cyniquement l'Aufnahme, l'accueil. Tous ceux qui arrivaient étaient recensés, fichés, numérotés. Ensuite, on les dépouillait de leurs maigres bagages jusqu'aux papiers personnels et aux photos. On confisquait même les clés des maisons ou des appartements pour pouvoir mieux les piller ensuite. La caserne de Malines, c'était l'antichambre d'Auschwitz. Des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants ont vécu ici leurs derniers jours avant d'être embarqués dans les trains. 28 convois, transportant chacun 1 millier de déportés en moyenne vers l'Est, vers les centres de mise à mort. Madame Fastag les a vus partir, les uns après les autres. C'était autour du 15 août. Il y avait une rafle, il y avait des centaines de personnes qui avaient été arrêtées en Anvers, amenées directement ici à Malines. Toute cette cour était jonchée de monde, des vieux, des jeunes, des bébés, de tout. Donc, tout ce qu'ils ont pu attraper au lever du jour, donc des gens qui ont sorti de leur lit, qui avaient en vitesse, en, je ne sais pas, quelques minutes dû rassembler vite, ce qu'ils pouvaient, et qui étaient là, assis sur leur ballot ou sur une valise, ça dépend. Et la cour était noire de monde, et tous là assis au mois d'août, sous un soleil brûlant. Ça c'était. Et qui attendaient de pouvoir passer donc à la Aufnahme. Et je sors déjà de la Aufnahme, je vais vers la cuisine qui était au fond là-bas. Je traverse donc la cour et on m'appelle. Parmi ces gens, il y avait ma mère, mon père et mes 3 frères. Alors naturellement, ça m'a donné un choc parce que les SS nous avaient dit tant que vous travaillerez ici au bureau, votre famille ne sera pas inquiétée. Bon, alors, naturellement, je suis allée à la cuisine, j'ai apporté les sandwichs, je ne me rappelle plus ce que c'était. Et j'ai tout de suite cherché à contacter le commandant du camp. Je lui ai dit, écoutez, vous m'avez promis, tant que je travaillerai là au bureau, j'ai dit carrément, ils sont là. Et qui est là? Je dis mes parents et 3 frères, toute la famille. Il n'y avait que ma soeur, donc, qui était partie 8 jours avant en Suisse. Alors il a dit, alors je crois que Schmidt était là, ou bien il a dit, je dois demander à Schmidt, en tout cas en attendant, ne les faites pas passer par la Aufnahme. Alors j'ai pu, avec tout ce qu'ils avaient avec eux, ce qu'ils ont pu rassembler, j'ai pu les amener dans la salle où j'étais logée et je les ai, en attendant que je termine mon travail, ils étaient là. Ils étaient un peu à l'abri. Et l'important, ce que j'ai trouvé important par après, ils avaient des photos et tout ça j'ai encore. Parce que s'ils étaient passés par la Aufnahme, je n'aurais pas eu tout ça. Alors, donc pour mes parents, je suis arrivée à faire travailler mon frère aîné qui avait 19 ans à ce moment-là, dans mon bureau, ma mère qui s'occupait du nettoyage de la salle. Mon père, avec les 2 plus jeunes frères, était logé dans une salle avec les autres. Bon. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Vos parents, vos frères ont été déportés et ne sont pas revenus. Pas revenus, donc.
Vous allez rester combien de temps dans ce camp à Dame-Camier? 3 mois. Du 1er août 1942 jusqu'au 31 octobre 1942. Les derniers 8 jours ont été l'apogée du sadisme. Ça a été effrayant, en ce sens que là, on nous a jeté de la nourriture comme si nous étions des bêtes. Pas des humains, mais des bêtes. On nous a jeté de la nourriture par terre pour qu'on se précipite dessus, puisque nous avions tous faim, et qu'ils nous tapaient dessus, au hasard. Un recevait un coup, un autre. Et c'était comme ça, tous les jours pendant les 8 jours. Les 8 derniers jours, nous avons été recensés. Je ne sais pour quelle raison. Comment vous a-t-on appris que vous alliez être emmené dans le nord de la France? Petit à petit, sans doute, qu'ils nous ont dit qu'on va dans le nord de la France, qu'on aurait là à inscrire des gens sur des fichiers des listes. À l'arrivée, on nous a d'abord logés là dans des hôtels désaffectés parce que toute cette région était déserte, donc c'était là qu'ils construisaient le mur de l'Atlantique, donc les habitants avaient été évacués et les hôtels ne fonctionnaient pas depuis le début de la guerre, naturellement. Et après, donc le jour même, je ne crois pas que c'était le jour même, le lendemain sans doute, on nous a emmenés dans une salle quelque part, et là, on a fait défiler des hommes. Je me souviens très bien de ce moment-là. C'était un moment angoissant par nous, parce que tout le monde se demandait qu'est-ce qu'on va devenir. C'est pendant qu'ils défilaient, quand le SS qui nous surveillait était occupé à un moment donné à autre chose, on essayait de communiquer avec eux, de demander ce qu'ils faisaient là. Ces 2 secrétaires de Malines sont là, c'était 2 jeunes filles dans une vingtaine d'années. Évidemment, elles avaient l'air sérieux, elles devaient travailler pour taper à la machine, taper tout le temps à la machine. Et je me suis approché d'une jeune fille et je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais me dire ce qui va advenir de nous? Et eux, ils nous ont interrogés naturellement aussi, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Alors, autant qu'on pouvait, on a expliqué, écoutez, on vous emmène dans un camp dont on déporte. Et alors on a dit, si vous pouvez vous évader, évadez-vous. Et cette jeune fille m'a répondu d'un air très sérieux, essaie de te sauver, ça va être très mauvais pour toi. Et c'est tout ce qu'elle m'a dit. Et je l'ai dit à mes camarades. Au moment de partir, on ne vous a pas parlé d'Auschwitz, jamais? Nous n'avons jamais entendu parler d'Auschwitz à Dan. On ne savait même pas ce que c'était. On n'a jamais parlé d'Auschwitz. Les Allemands parlaient d'envoi vers l'Est, camp de travail à l'Est. L'Est, c'est vague. Ce que nous savions, une fois qu'on aurait fait des listes et des fiches, que c'était pour aller plus loin. Donc on avait décidé de le leur dire, de dire ce qu'on savait, tout simplement. Et il y en a qui ont bien compris et en ont tiré les conséquences. Vous êtes revenu à Malines avec eux? Avec eux, dans le même train. Dans le même train. On est arrivé à Malines, je pense qu'il était à tomber de la nuit. C'était le 31 octobre. Les nuits sont plus longues, les journées sont beaucoup plus courtes. Et quand nous sommes arrivés naturellement à Malines, on est arrivé sur le quai, rempli de soldats allemands tout autour du train. J'ai pu sortir du train pour aller chercher ma ration de pain. Il y avait de toute façon la pagaille sur le quai, parce que tout le monde criait, pleurait. Et j'ai dit à mon frère, reste bien à la fenêtre parce qu'il y a une telle pagaille. Et on a vu qu'on avait rattaché des wagons de bestiaux. J'avais l'impression, j'avais le sentiment que ma mère était dans le train de bestiaux, parce que j'avais eu des échos qu'on avait fait des rafles à Liège et qu'on avait dit qu'il se pourrait que ta mère est à Malines. Naturellement, quand je suis arrivé vers les wagons de bestiaux, il n'y avait que des petits barreaux, 5-6 barreaux, et je voyais 4-5 têtes. Et je suis quand même arrivé à trouver une personne qui m'a dit « Je pense que ta mère est dans le train, beaucoup plus loin, dans les wagons. » J'ai marché, j'ai couru, j'ai été voir, je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas vu ma mère, et alors je suis revenu
à l'endroit où mon frère m'attendait et je suis remonté sur le train et nous avions décidé que nous allons sauter du train. Et après la guerre, j'ai appris que ma mère était dans le même convoi que moi et qu'elle n'est jamais revenue. J'ai ma belle-mère qui est revenue d'Auschwitz, qui a été arrêtée vers le mois de mars-avril, et elle n'avait déjà plus vu ma mère à Auschwitz. Donc je suppose qu'elle a été envoyée directement dans les fours crématoires déjà au mois de novembre 1942. En regardant par la fenêtre du train, j'ai vu un groupe d'enfants, des gosses, 5, 6, 7 ans, un groupe quand même d'une 50aine d'enfants, avec des sacs au dos, encadrés par des sentinelles allemandes armées, et qui se dirigeaient vers notre train. Et ça m'avait frappé aussi. Si des soldats allemands encadrent un groupe d'enfants tout à fait inoffensifs, des merveilleux petits-enfants, je les vois encore. Ça m'avait frappé d'une façon extraordinaire. Et ça m'avait fortifié dans cette croyance que je devais absolument tenter quelque chose. Je m'entretiens avec mon oncle, je lui dis, écoute, le train va traverser la Belgique, il faut absolument essayer de s'évader ici en Belgique. C'est l'occasion ou jamais. En Allemagne, c'est foutu, nous n'y arriverons pas. Et l'oncle, encore une fois, ne part pas, c'est dangereux, on va tirer sur nous. Tu risques que ta vie, reste avec moi, je continuerai à te protéger, etc., etc. Mais moi, ma décision était prise, je devais m'évader en Belgique. Et dès que le train a démarré, je crois vers 6-7 heures du soir, j'ai sauté du train. Par bonheur, je pouvais ouvrir la vitre. J'ai enjambé la vitre et j'ai sauté. J'ai grimpé sur un poteau et je me suis retrouvé de l'autre côté de la clôture de fil de fer, sur une route. Est-ce que vous vous souvenez encore précisément de ce que vous avez ressenti à ce moment-là? D'abord, j'ai ressenti que j'étais hors du train et que la première chose que je devais faire, c'était enlever mon étoile. Qu'est devenu votre oncle qui était dans le train au moment où vous avez sauté? Il m'a dit par après qu'il avait sauté directement après moi, qu'il m'avait vu atterrir sur le sol, me relever à mi-corps, parce que je n'ai pas osé montrer ma silhouette entièrement, et c'est ça qu'il a décidé à sauter. Et bon, jusque Malines, l'idée d'évasion ne m'est pas venue. Je ne sais pas pourquoi. En quittant Malines, pas directement après, mais j'ai vu une personne qui s'échappait. Et à ce moment-là, ça m'a traversé l'esprit. Et je me suis dit, je vais m'évader aussi. Nous sommes 6 sur la banquette. Je m'adresse à la personne qui est en face de moi, que je ne connais pas, qui est un monsieur de Bruxelles, qui avait passé donc les 3 mois au camp en même temps que moi. Et je lui dis, écoute, je pars, je me sauve maintenant. Est-ce que tu veux m'accompagner? Il me dit, écoute, je ne sais pas, je n'ai plus un franc, je n'ai pas d'argent pour rentrer à Bruxelles, je ne sais pas ce que je vais faire. Et je lui dis, écoute, s'il ne s'agit que de ton billet et un peu d'argent en plus, il n'y a aucun problème. J'espère que cette personne est encore en vie. Je n'ai évidemment jamais su qui c'était. J'espère qu'il est là et qu'il me verra, qu'il m'écoutera. J'ai à ce moment-là ouvert la fenêtre, je me suis mis sur le marchepied et j'ai sauté. Il y avait là un genre de remblai, c'était pas un genre, un remblai. Et je me suis laissé rouler dans ce remblai. Il m'a suivi à une distance de 10 mètres, il a sauté 10 mètres après moi. Et après, dans ce remblai, nous étions tous les deux couchés et nous avons attendu évidemment que le dernier wagon passe, parce que c'était le dernier wagon où les Allemands se trouvaient. Il est passé et vous ne pouvez pas vous imaginer, on était le 1er novembre 1942, donc encore sous l'occupation allemande.
Eh bien, pendant ces moments-là, à ce moment-là, je me suis senti un homme libre. Je n'ai plus pensé à l'occupation, j'ai pensé à ma liberté, qui est une chose extraordinaire. L'émotion me vient parce que vraiment nous avons vécu des choses terribles. Le train ne roulait pas trop vite. Comme on avait rattaché certainement 7-8 wagons de bestiaux et que nous étions à peu près aussi dans 7-8 wagons, donc ça faisait 15-16 wagons, une locomotive qui tire 15-16 wagons ne savait certainement pas rouler trop vite. Et on regardait chaque fois par la fenêtre les gares qu'on traversait. Au fur et à mesure qu'on traversait les gares, on a vu Tienen, on a vu d'abord Louvain, Tienen, et on s'est dit, pour moi, on va certainement arriver dans la région de Saint-Tron et Tonk, et nous allons essayer de sauter à peu près à cet endroit-là. Quand avez-vous vraiment pris la décision? Quand vous êtes-vous dit, maintenant, ça y est, on y va, on saute? Une fois qu'il a commencé à faire noir et que nous étions dans les environs de Tirlemont, on avait déjà fait un essai. Et je suis descendu le premier par la fenêtre. Je suis sorti par la fenêtre parce que les portes naturellement étaient verrouillées. De l'extérieur. Enfermé dans le train. Je suis arrivé sur le marchepied et il y a eu un moment d'indécision de mon frère. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Il a eu peur. Est-ce qu'il lui semblait que le train roulait trop vite? Il a eu un peu peur et moralité, je suis remonté dans le train. Mon frère m'a retiré dans le train. Et nous avons encore discuté une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis on s'est dit, il n'y a rien à faire. On s'est rendu compte qu'il y en a d'autres qui ont sauté du train. Et on entendait de temps en temps un coup de feu. Et quand nous sommes arrivés tout près de Saint-Tron, on a pris la décision ferme. Je suis de nouveau sorti. J'ai attendu mon frère sur le marchepied. On a encore eu une petite appréhension, mais on est tombé sur un remblai un peu en biais et on a vu que c'était l'endroit où on pouvait le moins se faire mal. Et on a sauté tous les deux, un après l'autre. Naturellement, il y a eu une séparation de 50-60 mètres parce que le train roulait quand même. Et voilà, nous nous sommes retrouvés sur le remblai en pleine drache. Il drachait d'une façon inimaginable. On entendait de temps en temps un coup de feu parce qu'on a quand même constaté qu'il y a eu des gens qui ont sauté et qui avaient des imperméables clairs. Et sans doute que c'était une cible pour les Allemands qui se trouvaient dans le dernier wagon, et ils tiraient de temps en temps. Mais le train ne s'est jamais arrêté pendant le trajet qui nous menait de Malines à Auschwitz. J'étais dans le train avec les autres, et j'avais mon frère, le plus âgé, Jacob, et mon petit, il y avait encore un autre, je ne serai plus dans l'eau. Je dis, tu sais quoi, on n'arrive pas loin de Tongres. Je dis, je suis ici dans le pays connu, je connais, je vais sauter du train, je fous le camp ici, je dis. Les autres ne voulaient pas, ils me disaient, écoute, reste, on va partir travailler à Pologne. Je dis, non, je fous le camp. Et j'ai sauté. J'étais à Tongres, je n'avais pas d'argent sur moi, je trouvais un homme, là, je lui demande s'il pouvait me prêter quelques francs pour prendre un train, le signal, le vice-signal qu'il y avait, qui allait de là-bas vers Place Saint-Lambert. Il m'a donné quelques francs pour le bus, pour le tram, et je suis revenu comme ça à la maison. J'habitais rue La Sirène. J'étais un revenant. Il faut avouer que quand j'ai su après la guerre que ma mère a été directement dans les fours crématoires, vous vous rendez bien compte que je me suis dit que j'ai eu la chance de ma vie et je l'ai exploité, cette chance. Michel Wolf a travaillé clandestinement jusqu'à la fin de la guerre chez des maraîchers liégeois qui le considéraient comme leur propre fils. Son frère aîné, entré dans la résistance, a rejoint Londres. Léon Weinblum s'est caché avec sa mère et sa sœur pendant près de 2 ans à Vaux-sous-Chèvremont
Il ne sortira qu'à l'arrivée des Américains. Je pense maintenant encore, toujours je pense, aux personnes qui nous ont cachés. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Ils nous ont sauvé la vie. Ils l'ont fait, ils l'ont fait non par aucun intérêt, juste par humanisme. La population wallonne de toute la région a été extraordinaire pour nous. N'importe qui aurait pu s'évader en sautant d'un train peut-être et aller trouver un agent de police, un garde champêtre. Le curé, nous étions aidés. Nous sentions que les gens voulaient nous aider à tout prix. C'était une forme de résistance contre l'occupant aussi pour eux. Charles Roth s'est caché avec son frère et ses parents dans une famille d'accueil à Tilf. Charles Appelstein, lui, s'était évadé du camp à Dancamier grâce à la complicité de quelques amis. Il avait retrouvé sa mère, mais pas sa sœur, qui mourra à Auschwitz. Charles Appelstein vivra la fin de la guerre chez lui, à Serein, protégé par tout le quartier. Nous avons trouvé une personne qui était en relation avec la résistance, qui avait fait des coups, qui volait des tables de ravitaillement dans les mairies et tout ça, et qui les vendait. Et nous, je prenais ces timbres et j'allais dans tous les magasins. Je suis né à Serein, rue Papillon. Écoutez, c'est wallon, c'est gens, c'est brave. Ils me voyaient, ils savaient que j'étais juif. Ils savaient, il fallait vivre et j'allais vendre ça. Et on me le payait et je pouvais vivre aussi, manger un peu avec ma mère. Vous n'avez jamais été dénoncé? Non. Non. Ça, jamais. Et pourtant, je suis né là, je suis né. Jamais été dénoncé. Quel peuple. Louis Urech, lui, n'a pas eu cette chance. Revenu à Liège, il est à nouveau arrêté 1 mois plus tard, sur dénonciation. On était là vers minuit, 1h du matin, j'entends frapper à la porte. Bon. Et on ouvre la porte, qu'est-ce qu'il y a là? Le SS. Avec le revolver, raus. Et moi, j'étais à moitié nu avec ma femme dans le lit. En vitesse, on s'habille, il dit en allemand parfait. C'était Stadler. Je me rappelle toujours de lui. Il parlait parfait français. Il dit, vous allez prendre ce que vous pouvez comme paquet et on va vous amener à Citadelle à Liège. Ma femme prend les affaires et on descend l'escalier. Il y avait la marraine, Mme Béners, qui tenait la petite dans la main et on faisait semblant comme si on ne connaissait pas la petite. Votre petite fille? Oui. On nous enferme dans des wagons, pas des wagons bestiaux, des wagons normaux, et on part pour la Pologne. Je me dis à ma femme, écoute, ce qui arrivera, moi je vais travailler, je suis fort, il n'y a pas de danger, je trouverai toujours moyen pour nous deux pour manger. Et on arrive là-bas au camp d'Auschwitz, au Umschlagsplatz. Umschlagplatz, c'était le soir, et j'entends toujours le hurlement du train, le sifflement, dans l'oreille. Vous savez, quand le train arrivait, là, il commence à siffler comme ça, à hurler comme ça. On arrive là-bas, tout est éclairé sur le quai. Et il y avait des SS, les militaires avec les gros chiens là, en main. Et on commençait avec un haut-parleur, et on commençait à crier « Alle Juden raus !» Tous les paquets, parce que chacun avait avec soi, vous savez, des petits paquets pour manger, tout ça. Tout doit rester, il n'y a que nous devons sortir. Les femmes d'un côté, les hommes d'un autre côté. Ils faisaient la sélection, toi tu restes ici, et les jeunes partaient au camp. Après, j'ai reçu par les autres dans les camps que les femmes étaient beaucoup parties. C'était fini pour eux. Et parce que toutes les femmes qui étaient malades ou qui étaient faibles ou qui n'étaient pas fortes pour travailler, c'était pour les crématoires. Et là, vous saviez que vous étiez seul dans le camp? Oui, je savais que ma femme, mais je savais que ma fille existait. C'est ça que j'avais l'espoir en moi. Je savais que je retrouverais ma fille. Et j'ai resté un petit temps. Après, on vient sur la place d'appel. On nous dit, qui est de chez vous
qui n'était jamais été malade et en bonne santé, qui se présente. Je sors du rang, plus un autre bruxellois. On se dit sûrement on va avoir une bonne place, on va travailler quelque part, on sera peut-être bien, je dis à l'autre. Le lendemain matin, on vient nous chercher avec la voiture, on nous amène à Buna. Et de suite à l'hôpital. Alors il vient là-bas, le docteur. C'était des gens, je vous dis, d'une intelligence, ils étaient tous pas des paysans, c'est tous des intellectuels. Et ils parlent un parfait français. Écoutez, Junge, en allemand, vous allez être ici bien traité, vous aurez à manger, et vous pouvez manger tout ce que vous voulez, vous aurez. Mais seulement, on va faire sur vous des expériences. L'expérience, on va vous injecter le Typhuskrankheit. Il y avait un qui était malade dans l'hôpital, on lui tirait le sang et on l'injectait. Moi et mon copain de Bruxellois. Et on restait là. Et la chose, je dis à mon copain, je dis, écoute bien, tant qu'on en a mangé, il faut bien manger parce que la fièvre est très forte. Il faut supporter cette fièvre-là. Et on avait bien mangé, voilà qu'il se déclare le Typhuskrankheit dans le camp de Buna. 2 jours, voilà, le lendemain, je ne sais plus dire quel moment c'était, on nous expédie en voiture, dans la voiture de Croix-Rouge, à Auschwitz, à l'hôpital. Mais moi, à ce moment-là, quand je sortais, avant de sortir de la voiture, donc de Krankenhaus, de la voiture de Croix-Rouge, pour aller à l'hôpital, il fallait passer, prendre une douche. C'était une propreté, les Allemands. Prendre une douche avant d'aller dans le lit des malades. Et moi, je sentais, ça partait. Je dis à mon copain, ça plus, je sens, je perds. Il commence. Mon copain me tire, il me met sur la douche. Et l'eau froide, ça m'a ranimé. Je me sentais un peu mieux. Et on m'amène dans le lit de malade. Le lendemain, ça allait mieux, mais mon copain, il avait la fièvre. Et les Allemands, jusqu'il était foutu, il était mort. Alors, on m'amène dans un camp, dans un nouveau camp, dans une nouvelle chambre. En fait, j'allais d'abord au Schreibstube, m'inscrire pour le travail. Voilà qu'on m'annonce, vous allez travailler La chambre, c'était la chambre à gaz. Non, ramasser les malades ou les morts, qui avaient toujours un mort dans un endroit à l'autre, avec un autre copain, je devais ramasser et l'amener au crématoire. Et là-bas, c'était le crématoire, ça s'appelait... Oh, j'ai marqué, j'ai oublié de dire le nom de ça. Et j'étais là-bas, conduit par un militaire allemand qui nous conduisait chaque fois, et on amenait les morts au crématoire. Et le jour après, voilà, l'Allemand, il parle comme ça en allemand, il me dit, et je parle, il me dit, mais d'où conduis-tu si bien l'allemand? Ben, je dis, je suis né en Allemagne, je dis. D'où es-tu? Von Offenbach am Main. Ah, ich bin auch von Offenbach am Main. Et droit, vous savez, chaque Allemand avait son juif là-bas. Et il commence à parler, il me dit, tu sais, Junge, si tu restes ici, tu seras dans le four crématoire après. C'est ce que je fais, j'ai dit, en allemand. Écoute, je vais faire mon possible, mais toi, tais-toi, ne dis rien. Et en effet, le lendemain, on m'appelle, quand c'était l'appel sur la place, le numéro tel et tel se présentait pour un autre travail. Il avait prescrit à la Schreibstube en changer de place. Vous avez travaillé combien de temps dans ce Sonder? C'était le Sonderkommando, le transport des corps? Oui. Là-bas, c'était Himmelsweg, ça s'appelait. Himmelsweg, c'était pour aller vers le crématoire, Himmelsweg. C'était le ciel. Le chemin du ciel. Le chemin du ciel.
Et au matin, voilà que j'entends le cri, tout le monde en ligne, prendre nos paquets, les Russes ne sont pas loin, et nous allons partir vers l'Allemagne. Alors je fais prendre les paquets, on nous met tous en rang, et on marche vers la ligne de chemin de fer pour aller prendre le wagon. On nous mettait tous dans les wagons de bestiaux pour aller vers l'Allemagne, à Nuremberg. Et dans le wagon, le train marchait, vous savez, doucement, là, jusqu'au soir. Il s'arrête la nuit. Et moi, par chance, j'étais justement dans le coin où il y avait la fenêtre, avec les barreaux, là, les bestiaux. Et j'ai dit à mon copain, qui était juste à côté de moi, parce que c'était serré, plus ou moins, j'ai dit, tu sais quoi, je vais tâcher, foutre le corps d'ici et arracher les barreaux. Et tu viens avec moi. D'accord. Je fais mon possible, j'arrive à arracher le barreau, qui était la petite chose qui est à la fenêtre, et je sors dehors. Un pied était déjà dehors, et l'autre était encore à l'intérieur. Je sentais un qui me retenait. Je ne voulais pas me laisser sortir de Häftlinger. Avec mon pied, je rentre, et je donne un coup, et j'entends le cri. Il était sûrement tombé, je sors en vitesse avec le pied, et je reste sur le marchepied. Le train roulait très doucement déjà. Et faisait le soir. Et c'était la neige, il faisait le très noir à ce moment-là. Celui qui vous retenait, c'était un autre Häftlinger qui avait peur que le matin, quand on va faire l'appel, on va voir qu'il y a un qui manque, ils seront tous punis. C'est normal, je le comprenais très bien après. Je me laisse rouler dans la neige, et je me relève, je vais... Schwarzenwald, que c'était un bois, et je rentre, et c'est un bois, je vais dans le bois. Je ne peux pas vous l'écrire, c'est que c'est ces moments-là, la liberté. Ne pas sortir derrière moi. Links, reste, aller par là ou par là. Toujours faire ce qu'eux disaient. Je n'ai jamais été libre de mes mouvements. C'était quelque chose de terrible, ça, quand tu es libre. Et j'allais où je voulais. Et je marchais. Est-ce que vous repensez souvent à cela, à tout cela? Ça ne me laisse pas dormir parfois. Ça me brûle. C'est comme à l'intérieur quelque chose qui travaille toujours. Quand je pense qu'un peuple aussi, qui était d'une telle pointe de civilisation, et ce qu'ils ont fait, souffrir les gens, ce qu'on a souffert, ça ne va pas comprendre. Mais la chose, c'est incrusté. C'est pas incrusté sur le bras, mais là. C'est ça. Je retourne chez moi, donc rue La Sirène, comme où j'habitais, et je reprends mon travail. Mais j'étais déboussolé, ces moments-là encore. Ma fille, elle était très bien, ma petite était en haut, chez la marraine, Guylaine. Et moi, je sortais le soir, j'étais encore un peu déboussolé là tout, et il y avait rue de Podor, le Grand Jeu, cabaret de nuit. Et j'allais là-bas pour oublier, pour danser. Et j'étais assis à une table, et à une table à côté, je vois ma femme là-bas, et elle portait, c'était l'été, comme de courtes manches. Et je regarde, je dis, tiens, je vois un numéro. J'ouvre les yeux comme ça, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Je m'approche pour danser, elle veut bien, on danse, jusqu'à la fin, on reste ensemble, c'est fini. On a tellement dansé qu'on est resté jusqu'à maintenant ensemble. Mais vous, madame, votre histoire, ça, vous ne sauriez pas la raconter. C'est pas, ça étouffe après. Vous savez, vous rendez compte? Dans la maison juive ici à Liège, chaque année, on fait une soirée pour le ghetto de Varsovie. Oui. Alors, on allume les bougies. Je ne suis jamais arrivée et allée, on m'a chaque fois demandé. Je ne pouvais pas arriver pour allumer. Parce que? Parce que j'ai senti que je vais m'évanouir. Je ne savais pas. Je ne pouvais pas. Le souvenir est trop fort. Le malheur était trop fort. Voilà.
J'avais entamé une recherche plutôt une recherche généalogique sur l'histoire de ma famille. Donc j'ai commencé un périple à travers les administrations communales pour obtenir des informations sur l'origine et le parcours de ma famille. En Belgique, on n'a trouvé aucune difficulté. Certains documents sont effectivement protégés par des lois, mais on a trouvé à la fois une écoute et une collaboration de la part de certains services tout à fait exceptionnels. La qualité des documents qu'on a obtenus aujourd'hui ici sont absolument impressionnants. Pour moi, en tout cas, ce qui a été le plus impressionnant, c'est que grâce aux témoignages que nous avons pu recueillir, aux documents que nous avons pu consulter, nous avons réussi, je crois, à réécrire l'histoire de 144 personnes. Les noms et les numéros sur des listes sont devenus des visages et sont devenus des personnes à part entière que nous avons en quelque sorte suivies quasi depuis le moment où ils arrivent en Belgique jusqu'au moment où ils partent pour Auschwitz le 31 octobre 1942. Ces 144 personnes sont donc des Juifs de Liège et de Serein. Absolument. Il y a eu en tout 2252 Juifs originaires du territoire de la Belgique qui ont été déportés dans les camps de travail du nord de la France. Nous sommes, nous Liégeois et des amateurs, donc on s'est attachés essentiellement à l'histoire des membres de notre communauté et nous en avons retrouvé 144. Au cours de vos recherches, vous avez trouvé un document tout de même assez étonnant. Ce sont des listes reprenant des salaires. Oui, tout à fait. En fait, c'est Thierry, en faisant la recherche sur son grand-père, a vu sur sa fiche apparaître le nom d'une société allemande pour laquelle il était censé travailler. Et c'est à travers le nom de cette société que nous avons pu retrouver 100 autres personnes qui étaient en théorie travailler pour cette société allemande. Et ça montre évidemment tout le cynisme de l'organisation allemande qui soi-disant versait même des salaires, qui étaient bien sûr des salaires dérisoires. Je ne sais pas si on peut appeler ça des salaires. Dérisoires par rapport à ce qu'ils ont subi là-bas, puisqu'ils travaillaient comme des esclaves. Et je dois dire qu'on a été très étonnés, et nous en avons parlé à nos parents qui ont vécu ça, qui ignoraient totalement l'existence de ces salaires. Et pourtant, la firme allemande Jung, parmi bien d'autres, a versé des salaires pour les milliers de travailleurs qu'elle exploitait. Ces salaires dérisoires représentaient en francs de l'époque une somme d'environ 1 300 000 francs. Les nazis avaient bloqué cette somme sur un compte à la Banque de Paris et des Pays-Bas qu'ils contrôlaient. Nom du compte Malines. On y trouvait aussi en effet l'argent volé aux Juifs déportés vers les camps de la mort. Il y en avait en tout pour près de 24 millions de l'époque, soit plus de 400 millions en francs d'aujourd'hui, intérêts compris. À la fin de la guerre, cette somme est transférée par les Allemands dans une autre banque, en Belgique toujours, la Société française de banque et de dépôt. Mais le plus étonnant se passe ensuite, après la libération. Un document retrouvé dans les archives par des fils de déportés révèle en effet que l'État belge n'a jamais restitué l'essentiel de cet argent. Pour ce qui concerne l'argent des salaires, l'argent sera versé après qu'une loi ait été votée à l'ONAC, qui est l'Office national des anciens combattants. Et concernant le montant des 22 millions, l'argent de Malines, il sera versé au bureau des 3e domaines, qui est un service de l'État belge. Donc, aucune de ces sommes n'est revenue aux familles ou aux survivants du génocide. C'est ce que le document indique très clairement. En 1946, je pense qu'il s'agissait de plus d'une vingtaine de millions, 20-25 millions. Ce qu'il faut reconvertir en valeur actuelle, la manière de convertir varie un peu. Et puis à ça, il faut ajouter les intérêts. Donc on parle de centaines de millions en réalité aujourd'hui. À ça s'ajoutent les centaines de millions qui se trouvaient dans les autres banques. À ça s'ajoutent les propriétés, l'immobilier qui est resté également sans qu'on puisse retrouver certains propriétaires. À ça s'ajoutent également les polices d'assurance qui n'ont pas été payées. Et ces avoirs vont rester dans les banques. Selon les comptes, selon les avoirs, soit les banques vont les garder, et ça fait partie de notre démarche aujourd'hui de dire cet argent n'appartenait pas aux banques, elles appartenaient aux Juifs qui ont été déportés, qui ont été tués. Nous réclamons cet argent aujourd'hui parce que si les banques les gardent, c'est du vol, cet argent ne leur appartient pas.
pareil pour ce qui a été mis à la caisse de dépôt et de consignation et qui a été récupéré par le gouvernement. Nous estimons que cet argent appartient à la communauté juive. Et je voudrais quand même en profiter peut-être pour rappeler ici que 93% de la population juive de Belgique était une population émigrée, donc une population pauvre. Il ne s'agit pas ici... Il y avait quelques grandes familles. Ces quelques grandes familles ont récupéré énormément de leur patrimoine. Il s'agit ici de vies volées. C'était des petits ouvriers, des artisans, des petits commerçants qui ont travaillé dur, qui mettaient ça de côté et qui reconstruisaient leur vie parce qu'ils arrivaient de Pologne, d'Allemagne ou d'ailleurs où ils étaient persécutés également. Et donc, c'est tout ça que représente cet argent. Et donc, c'est vrai que s'il y a parfois un malaise qui est exprimé par rapport à cette récupération, par rapport à cette démarche de demande de restitution, je pense qu'il ne faut pas oublier tout cela. C'est important de se souvenir de tout ça. Bien sûr, on n'avait pas de nouvelles de tous ceux qu'on déportait. C'était pas normal. Mais je crois qu'on ne pouvait pas se l'imaginer. Et puis on ne voulait peut-être pas. Je ne sais pas, on vivait dans un brouillard. D'ailleurs, toute cette période.